Bonjour à tous et bienvenue sur la rediffusion de cet atelier. Face à l'incertitude, pardon, développer votre capacité d'adaptation. Un atelier qui a eu lieu hier. Donc, nous étions le 15 février au sein du Mikado à Martigues pour le GWeb, dans le cadre des lundis Nov. Donc, je reprends cet atelier parce que l'enregistrement n'avait pas fonctionné. Donc, nous revoici. Alors, on va essayer de trouver enfin, je vais essayer de partager avec vous des pistes sur comment aborder cette situation que nous vivons tous, sur cette situation de crise que nous vivons tous. Alors, avant de commencer, je me présente, je suis Valérie Salone, je suis business designer et mon rôle est d'accompagner les créateurs d'entreprises et les entreprises existantes ainsi que leur équipe à aller encore plus loin que ce qu'elles ont déjà réussi à faire, c'est-à-dire que on va essayer d'aller explorer tous les potentiels du projet ou de l'entreprise, d'extraire vraiment toutes de nouvelles capacités à innover, à se transformer, à trouver de nouveaux leviers de croissance et cetera. Donc sur notre sujet, j'aimerais revenir sur, le fait que, dans le premier confinement, toutes les entreprises pensaient que, le premier confinement, c'était une période temporaire, que, on allait très probablement revenir à la normalité à l'issue du premier confinement et du coup, la stratégie, globale consistait à patienter, à faire le dos rond. Pour certaines, bon évidemment, ça a été très compliqué, mais pour les autres, les autres, il s'agissait vraiment de patienter et d'attendre un petit peu que l'orage passe. Et puis, heu, l'interprétation que les entreprises avaient, c'était qu'au final, c'était pas la chute qui était importante parce que l'État était suffisamment présent avec, le PGE et toutes les aides sectorielles que l'État a pu proposer. Hem et donc du coup, l'important, c'était plutôt l'atterrissage, comment on allait se sortir de cette situation de 1er confinement, quels allaient être les échos, les rebondissements, les retentissements sur le business de l'entreprise. Alors bien sûr, il y a une marée, administrative, juridique, financière et humaine à gérer, à dépasser, mais voilà, une fois que ça a été traité, c'était vraiment, le jour d'après qu'il s'agissait de préparer. L'été est passé et en fin de compte, en septembre, ça a été la douche froide. Pire que ça a été, un sentiment de chaos. Les entreprises se sont retrouvées, fatiguées, éreintées, les équipes en grande baisse d'énergie, le moral au plus bas. Ce deuxième confinement a été, assez négatif pour le moral économique, de la France et des pays en général, en Europe et ailleurs. Donc, tout le monde avait en fait mobilisé son énergie pour faire face au premier confinement, mais le deuxième confinement avec aussi, le les couvre-feux a été vraiment, une mise à terre. Alors cette situation, il est important de la comprendre avant de parler solution. J'aimerais partager avec vous ce qu'on appelle VUCA, qui veut dire Volatility, Uncertainty, Complexity et Ambiguity. En fait, ces concepts-là, sont nés aux États-Unis par Warren Bennis et Burt Nanos, qui en 1987 ont voulu décrire le contexte décisionnaire dans lequel se trouvaient, différents acteurs. On peut regarder par exemple, la guerre froide où on était dans cette condition-là, où rien n'était clair, rien n'était certain, tout était extrêmement ambigu et complexe. On n'avait aucune visibilité sur demain et donc prendre des décisions dans un tel contexte s'avérait être extrêmement complexe. Donc, hem, nous, ici en France, en Europe et de façon générale dans le monde, en fait, cette prise de conscience comme quoi on est dans une situation, VUCA, elle est venue progressivement et a commencé à vraiment à surgir, en France, notamment en 2015, avec les questions sur, la baisse des re de la dégradation des ressources naturelles, de la biodiversité. Puis ça avait déjà commencé avant, mais un pic plus particulièrement en 2015 et en 2017 avec, toute cette prise de conscience sur, les impacts, du réchauffement global, les impacts sur le climat, la dégradation de l'atmosphère et cetera, les conditions humaines aussi, une large prise de conscience sur la situation de notre planète et la situation sociétale. Évidemment, le covid, là, par contre, ça a été la révélation comme quoi, ben, le covid a vraiment, mis en avant, la situation VUCA qu'il génère aujourd'hui. On ne connaît pas le covid, on ne sait pas du tout combien de temps il va venir, nous, perturber, sur nos marchés et dans nos vies privées. On ne sait pas comment,
l'endiguer. Les vaccins, on ne sait pas s'ils vont être encore efficaces face à l'arrivée des nouveaux variants, qui arrivent de part et d'autre. Donc on n'a aussi aucun point de comparaison dans les crises économiques passées. La crise de 29 était terrible, il n'avait pas du tout les mêmes conditions et on n'était pas du tout dans les mêmes situations. Donc oui, on vit une situation inédite et qui en plus, est teintée d'un sentiment de peur, parce que à cause du covid, ça crée une peur sur sa vie, pour ses proches, pour soi, pour son entourage, pour son entreprise, pour son avenir et cette situation de peur, là aussi, ça génère une angoisse et ça amplifie la situation VUCA. J'aimerais pas être au gouvernement aujourd'hui parce que, c'est impossible de prendre la bonne décision. Heu on prend le si le gouverne lorsque le gouvernement prend une décision à l'instant T, sur l'instant, elle paraît à tout le monde, elle peut paraître à tout le monde très bonne et valable et sensée, grâce à tous les conseils scientifiques, économiques, dont le gouvernement s'entoure. Mais même pas 24 heures après, cette décision peut se trouver obsolète parce que les chiffres changent, les situations changent, les attentes changent, la peur nourrit tout ça et l'ambiguïté, la complexité, eh bien, font que ces décisions prises, deviennent facilement obsolètes. Le problème, c'est que, ben, voilà, la situation VUCA, risque de devenir la normalité et donc comment on fait tout ça? Alors lorsque, j'ai posé la question aux participants de l'atelier d'hier sur quelle est votre problématique, les problématiques majeures que rencontraient les entreprises, c'est comment on fait pour rencontrer des clients alors qu'on est enfermé chez nous et que, on peut pas aller serrer des mains, aller dans des soirées de réseau, rencontrer des nouveaux prospects, faire des véritables démarches commerciales. Tout le monde se raccroche sur le fait que l'humain est très important dans, ce déploiement de l'entreprise sur son marché. Ça, c'était un point que la plupart des entreprises présentes partageaient. Un deuxième point, c'était, comment fait-on pour, rassurer les équipes? Comment fait-on pour, répondre à leurs questions, leurs besoins de sécurité? Comment on s'y prend pour ça? Puis aussi, soit en tant que dirigeant, comment on fait pour, manager cette peur, cette crainte dans l'entreprise? Une autre problématique qui était, oui, bah, j'ai plus de clients. Certaines entreprises étaient dans des entreprises, d'événementiel. Comment on fait pour continuer à exercer alors que, pour le coup, on ne peut pas aller, vendre, il y a plus d'événements, donc on ne peut plus aller, vendre nos prestations, événementielles. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, c'était vraiment ce côté, rencontrer ses futurs clients, avoir de la visibilité et être en mesure de trouver un nouveau marché. Donc les questions, c'est, comment continuer à faire face, comment s'y prendre pour dépasser, pérenniser surtout et puis pour s'adapter. Donc, heu, souvent, ce que font les entreprises depuis la fin du premier confinement, ça a été de déployer des actions commerciales assez fortes et des campagnes de communication aussi importantes avec, des visioconférences gratuites, des posts extrêmement nombreux sur les réseaux sociaux qui disaient: «Ben, voilà, achetez mes produits, je suis là, j'existe», et le problème, c'est qu'il y a eu un tel raz-de-marée d'actions, de publicités, d'éléments de commercialisation que, personne n'était devenu visible. C'était un marasme, de produits, de services qui nous étaient imposés, de part et d'autre et les entreprises, l'investissement était quasiment nul. Elles n'ont pas pu faire autant d'affaires qu'avant et puis, d'autre part, c'est que les habitudes d'achat ont un peu changé aussi. Donc, les entreprises se sont rendues compte que les actions commerciales ou de communication, c'est déjà ça. C'est important parce que ça permet de quand même dire qu'on existe, donc de que les clients continuent à penser aux entreprises, mais les entreprises se sont rendues compte que c'était insuffisant. Donc quelle pourrait être la solution? En tout cas, une piste que je propose, enfin 2 pistes que je propose aujourd'hui, c'est d'une part de prendre conscience que le Covid, aujourd'hui ça s'appelle Covid, demain ce sera peut-être un autre virus, après-demain ce sera un effet du changement climatique qui fera que l'économie sera ralentie. Donc de prendre en tout cas dans l'équation de la stratégie de l'entreprise que ce freinage économique risque de revenir de façon assez récurrente. C'est peut-être ça, ce qu'on appelle le new normal, la nouvelle normalité, à laquelle l'entreprise devra faire face. Faire l'autruche et se dire qu'on reviendra à la normalité, c'est prendre un gros risque. Donc il vaut mieux intégrer cette dimension-là dans sa stratégie
et puis quitte à se dire que bon, bah, si finalement on revient à la normale, et on aura pris, toutes les mesures, pour, survivre, mais ne pas prendre l'élément covid dans sa stratégie aujourd'hui, c'est un risque qu'on fait courir à la pérennité de son entreprise, à son moral et à la péren et à ses et aussi, qu'on fait un risque qu'on fait courir à ses équipes. Ça, c'est une première chose et pour moi, c'est capital. Tac, premier élément. Deuxième élément, c'est travailler sur un plan A, plan B, plan C. On est dans une situation VUCA totalement incertaine, extrêmement complexe. Donc, on ne peut pas se dire que la solution, c'est celle-là, c'est-à-dire une seule solution bien cadrée. Ce n'est pas possible, comme je vous disais, prendre une décision dans une situation VUCA, à l'instant T, elle est bonne, très bien, mais 24 heures après ou une semaine après, elle devient totalement obsolète parce que le contexte est en permanence en train de bouger. Toutes les données changent, il n'y a plus de repères stables ou très peu. Et donc, travailler sur un plan A, un plan B et un plan C, déjà si vous le faites avec vos partenaires ou si vous n'avez pas d'équipe ou bien avec vos équipes, déjà ça va avoir un effet positif, ça va permettre de calmer un peu la peur, cette notion d'angoisse aussi et on va tous travailler sur la réussite de l'entreprise, donc ça va être déjà quelque chose un exercice fédérateur et puis ça va, introduire une agilité dans l'entreprise. Elle aura imaginé différents plans et si c'est un plan D qu'il faudra sortir, très rapidement parce que le ABC finalement ne convienne pas, eh bien l'entreprise sera déjà, prompte, complètement prête à réfléchir à quel plan dresser parce qu'elle aura complètement, totalement une vue transparente et claire de toutes ses composantes, tous les éléments sur lesquels elle pourra jouer pour dessiner son plan D. Je vais passer à un autre, support. Donc, comment on fait tout ça maintenant? Comment on dessine, ce plan A, plan B, plan C? Pour moi, il y a un outil qui va être capital, c'est le business model. Le business model de l'entreprise, pour rappel, donc c'est comment dire? C'est le dessin, la façon dont l'entreprise génère ses revenus. Et bien plus encore. Mais en gros, à la fin, quand on a dessiné le business model, on sait que l'entreprise génère ses revenus par location, par abonnement, par forfait, par royauté, par ce que l'on veut, mais on sait comment elle génère ses revenus. Ici, j'ai représenté les 3 composantes du business model. D'un côté, on a la proposition de valeur, donc toute la partie vraiment relative au client. De l'autre côté, on a, l'architecture de valeur, c'est-à-dire, bah, comment l'entreprise dans quoi elle investit et quels sont les postes sur lesquels elle va, mettre, de l'argent, quels vont être les coûts qu'elle va engager pour apporter toute cette proposition de valeur à ses clients. Et puis enfin, bien sûr, en dessous, on a l'équation de profit, c'est, la partie je gagne un certain nombre de revenus grâce à la proposition de valeur, j'ai certains coûts de l'autre côté des investissements. À la fin, est-ce que je suis, bénéficiaire ou non? Ce business model aussi, est un très important parce que, heu, ça va permettre de disséquer l'entreprise dans ses moindres recoins. Pour ça, moi, ce que je vous propose d'utiliser et certains d'entre vous, doivent, connaître cet outil, c'est le business model Canva, qui est un outil qui a été mis sur pied par Strategizer et c'est extrêmement intéressant. Vous aurez une version française, et détaillée, suite à cette vidéo. Et ça va vous obliger à réfléchir à tous les éléments de votre entreprise et aller bien au-delà de la partie simplement financière, mais de vraiment bien comprendre, chaque composante de votre business model. On va, imaginer qu'en fait, la proposition de valeur, c'est la partie qui va se situer à droite de, ce business model Canva. Donc ce qui concerne la proposition de valeur, la relation client, la distribution et les segments de clients. Ensuite, l'architecture de valeur, c'est toute la partie gauche avec, les partenaires clés, les activités clés, les ressources clés et enfin en bas, c'est l'équation de profit. Heu, je vais revenir sur ces 3 composantes. La première composante, c'est, la proposition de valeur. Ce qui est très important aujourd'hui, on a commencé à le voir cet été, c'est que malgré les actions de communication et commerciales, tous les clients ne répondaient pas. Déjà, les clients étaient submergés par toutes ces offres commerciales qui n'arrêtaient pas de bondir dans tous les sens et n'arrivaient pas on n'était plus du tout lisible et d'autre part, c'est que,
le client achète moins facilement. Il est devenu très prudent, il a changé, il a mis des freins à l'achat. Donc nous, on a changé déjà en tant qu'entreprise, nos clients ont changé aussi. Donc ce que nous devons faire absolument, c'est aller vers ces clients, ces anciens clients ou ces futurs clients si on est créateur, pour savoir, mais au fait, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ils n'achètent plus? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste temporaire? Est-ce que, ce confinement et ce Covid ont changé profondément leurs habitudes d'achat? Est-ce que, ils ont changé de priorité? Est-ce qu'ils ont d'autres besoins, d'autres angoisses, d'autres attentes? Si on ne doit pas avoir ces clients et qu'on cherche à vendre nos produits et nos services tels qu'on les avait imaginés avant le Covid, on n'est vraiment pas sûr que ça marche. Donc toutes les actions de communication et commerciales, finalement, on va les lancer un petit peu à l'aveuglette, sans savoir, quel impact positif ça ou négatif ça peut avoir sur nos clients. Explorer, ses clients, c'est s'offrir de nouvelles opportunités. C'est c'est vraiment cette démarche, cette première démarche, elle est essentielle. C'est eux qui finalement dessinent vos offres de produits et de services. Donc ne pas aller les rencontrer, c'est prendre un gros risque que ça ne fonctionne pas, surtout dans un contexte où tout a changé. Je prends un exemple, très rapide, très simple, mais si on prend les transports en commun, récemment une étude qui est sortie et qui dit que 30 des usagers des transports en commun déclarent qu'ils n'utiliseront plus les transports en commun. Donc le covid a eu comme effet qu'ils ont découvert, le la marche à pied, la trottinette, la voiture, le vélo et bien d'autres choses pour aller travailler ou même parce que un autre élément est rentré aujourd'hui en compte, c'est le télétravail. Donc ils vont de moins en moins souvent dans l'entreprise. Ça a été accepté, adopté parce que ça a des vertus, parce que du coup on pollue moins, on dépense moins d'essence. Il y a tout un tas d'éléments positifs à travailler, en tout cas un petit peu de chez soi. Bref, le résultat, c'est que toutes les sociétés autour des transports en commun vont voir leur chiffre d'affaires diminuer au moins de 30% demain et même dès aujourd'hui. Donc, si l'ambition de, si la réponse que voulait apporter le transport en commun auprès de leurs usagers, c'est un peu simplement de se déplacer d'un point A à un point B dans un temps record, eh bien, demain, ce sera pas que ça. Les usagers ne vont pas attendre simplement de se déplacer, ils vont chercher très probablement, des éléments de sécurité, mais bien d'autres choses encore qui feront que peut-être, les, transports en commun vont capter à nouveau, ces usagers qui sont partis. Donc, si les transports en commun ne font pas ce travail d'aller à l'écoute, à l'exploration de leurs clients, ils ne vont pas se créer de nouvelles opportunités de business, ils vont rester dans ce manque à gagner de 30. Et ce n'est pas rien, évidemment. Le deuxième élément, donc la partie gauche du business model et du business model Canva, c'est, donc l'architecture de valeur. Remettre, l'architecture de valeur en jeu, c'est-à-dire, comment donc, vous allez vous organiser. Si maintenant vous avez identifié de nouveaux besoins, vous avez identifié les nouveaux freins, de vos clients, les nouveaux freins à l'achat, comment ça vous allez faire pour, y répondre? Alors je vais faire un petit peu de j'ai un petit peu dévié, mais prenons l'exemple, des médicaments ou des masques. On s'est violemment rendu compte que le fait d'avoir délocalisé massivement dans des pays, à bas coût, qui avaient un intérêt pour nous de créer plus de marge, sur nos ventes, eh bien, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, ça nous fragilisait énormément que de délocaliser. Donc aujourd'hui, alors c'est pas de délocalisation que l'on parle parce que finalement on en a toujours besoin pour garder un certain équilibre, hein, financier, parce que ça a été établi comme ça et parce que les marchés sont comme ça, en tout cas pour aujourd'hui, et que la relocalisation immédiate coûterait beaucoup trop cher. En revanche, on parle beaucoup de réindustrialisation. Réindustrialisation pour savoir comment on peut faire, par exemple, pour rapatrier la fabrication ou une partie de la production en tout cas, ou une partie de l'étape de fabrication du paracétamol ou d'autres types, des masques et autres médicaments. On se rend compte que euh, euh, penser local est une source de sécurisation des marchés, une source de sécurisation de son propre business. L'enjeu dans ce contexte de délocalisation, en tout cas, c'est de comment réussir à changer en fait son architecture de valeur sans pour autant augmenter les coûts. Donc ça, c'est revisiter son architecture de valeur, c'est aussi
optimiser, penser coûts et cetera. J'ai donné aussi pendant cet atelier un autre exemple, c'était celui de Zara. Alors c'est un exemple qui remonte un petit peu à quelques années, au début de presque au début de Zara, où classiquement les entreprises comme Zara, de vêtements allaient produire toutes, en Asie pour des questions évidentes de coûts. Et puis Zara avait décidé en fin de compte de produire, leurs vêtements, en Espagne, en Europe et ça leur a permis 2 choses. La première chose, ça leur a permis finalement de pouvoir répondre à un marché, d'être plus réactif aux besoins des clients. Quand, un mauvais temps, par exemple, pouvait être envisagé dans 15 jours, ils avaient la capacité de prévoir des manteaux et de les livrer, dans les 15 jours dans les magasins. Bon, c'est peut-être un petit peu gros ce que je dis, mais il y avait quand même une certaine réactivité que l'on n'a pas lorsqu'on produit en Chine parce qu'on a des délais de livraison qui sont extrêmement importants. D'autre part, ça permet de mieux contrôler les stocks et on sait que quand on a des stocks, ça coûte extrêmement cher. Donc avoir localisé sa production en Europe a augmenté les coûts, forcément, mais du fait de limiter les stocks et d'avoir très, très peu de stocks à gérer, a énormément baissé ces coûts-là et finalement Zara s'en sort très, très bien puisqu'ils réussissent à avoir une très bonne marge grâce à ce business model-là. Donc vraiment cette question, elle est centrale de savoir comment, dans cette architecture de valeurs, on va réussir à transformer un petit peu les mécanismes pour, sécuriser, à la fois son business, répondre aux nouveaux besoins de ses clients, essayer de dépasser leurs freins sans augmenter les charges, sans augmenter les coûts et pourquoi pas, augmenter la marge. Il existe quand même 14 leviers d'innovation du business model, donc pourquoi pas, explorer ces différents leviers d'innovation pour essayer de répondre à toutes ces questions. Explorer son architecture de valeur, tout comme ses clients, c'est là aussi se créer de nouvelles opportunités de business. Quand on est un indépendant ou qu'on est une toute petite entreprise, une TPE et que on a peu de monde, peu ou pas d'équipe, eh bien, heu ce qui est important, c'est d'essayer de se constituer une sorte de conseil d'administration ou bien un conseil scientifique avec ses partenaires. Bref, d'avoir quand même du monde pour travailler ce plan A, ce plan B, ce plan C, pour repenser à l'architecture de valeur. Le faire seul, c'est pas suffisant parce qu'on se heurte à ses propres freins, à ses propres croyances et ses propres peurs. Et du coup, on ne parvient pas à optimiser, à transformer vraiment son architecture de valeurs. Et puis quand on a la chance d'avoir aussi une équipe, et bien là, c'est l'occasion, comme je l'évoquais tout à l'heure, de l'impliquer dans cette réflexion parce que d'une part, vous bénéficiez de cette intelligence collective. Ce sont des gens de terrain aussi et qui vont pouvoir vous ramener des infos de terrain très importantes, très pertinentes. Ils sont spécialisés dans leur métier. Et ensuite, vous allez pouvoir calmer un peu le jeu, limiter les angoisses, répondre à leurs questions, les impliquer dans la réussite et dans la pérennisation de l'entreprise et ça va avoir vraiment un effet très important pour vous. Donc, hem, petite parenthèse sur les équipes, c'est que, vos équipes, pendant ce confinement et cette période, n'ont plus les mêmes repères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la définition de la réussite n'est plus la même parce qu'on travaille de chez soi, parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux, parce que le marché n'est pas aussi vivace qu'avant. Les critères de performance ne sont pas les mêmes et chacun revient avec un apprentissage différent de toute cette expérience que l'on vit depuis bientôt 1 an. Donc, votre équipe, tout comme les clients et tout comme vous-même, tout le monde a changé, tout le monde a perçu, quelque chose. Donc, pour pouvoir travailler avec son équipe et pour pouvoir engager votre équipe aussi dans votre réflexion, eh bien, c'est très important d'avoir un échange avec ces équipes pour redessiner les contours de qu'est-ce que ça veut dire notre réussite et la réussite de l'équipe? Qu'est-ce que ça veut dire la performance? Quels peuvent être les nouveaux critères de performance? Et que chacun puisse travailler sur un retour d'expérience pour retrouver du sens dans ce qu'elles vont faire dans votre entreprise, dans cette démarche de retravailler l'architecture de valeur, la proposition de valeur et cetera. Une étape très importante, c'est parce que c'est tr ça ce serait très difficile de leur demander de travailler de revisiter tout votre business model sans avoir pris en compte la dimension des personnes que ces équipes sont, parce elles auront beaucoup de choses à apporter, des éclairages très importants à apporter grâce à leur vécu aussi. Hem,
3e élément, hein, là on revient sur le business model Canva, donc la proposition de valeur plutôt par ici, l'architecture de valeur ici et tout ce qui est structure de coûts, revenus, et revenus, donc l'équation de profit en bas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'on dit? On dit que la rentabilité ne peut plus être le seul moteur. Alors on sait qu'aujourd'hui, c'est super important de se constituer une trésorerie parce que on a besoin de dépasser cette étape. L'État est là pour, nous perfuser un moment encore et pour pouvoir, sortir la tête, et respirer encore un peu. Bien sûr, il faudra rembourser les PGE et autres. L'étalement est prévu sur plusieurs années, mais quand bien même, effectivement, il faudra quand même faire, rentrer du chiffre d'affaires pour pouvoir rembourser, toutes ces sommes. Néanmoins, heu, on comprend que l'architecture de valeur est très importante, et que la proposition de valeur aussi et ça va comment dire? Cette, concentration, ce nouveau modèle économique, ce nouveau modèle, de produits, de services et la façon dont vous les apportez va vous les a vous allez les apporter à vos clients, va faire que la qualité que vous allez mettre là-dedans va apporter différemment d'autres revenus. C'est-à-dire que vous pouvez pas simplement dire: «Bon, ben, moi, je veux dépasser la crise et je veux faire, 100 000 €, 200 000 €, 1 million d'euros à la fin de l'année». Hem, Ça peut pas être le seul objectif. Votre objectif doit résider dans la transformation de votre business model pour qu'il génère de la valeur, pour qu'il génère des revenus. Mais juste penser aux revenus sans avoir transformé le reste, fonctionnera très difficilement. Donc comment on fait ça? Bien, on replonge un peu sur la raison d'être de l'entreprise. On essaie de remettre du sens dedans. Il y a, Simon Sinek que maintenant tout le monde connaît, qui a, publié un livre et notamment un TEDx que vous pouvez retrouver sur internet qui s'appelle «Start with Why», hem et qui nous dit très rapidement que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et ça, c'est très important de l'avoir identifié pour, pouvoir le communiquer auprès de ses clients et puis pouvoir aussi fédérer ses équipes, ses partenaires, ses investisseurs et cetera. Donc ce pourquoi, il est très important. L'ambition de l'entreprise, la vision, la mission de l'entreprise, son objectif global à court, moyen et extrêmement long terme est très important à redéfinir aujourd'hui parce que ça va devenir, quelque chose de plus particulièrement fédérateur dans notre période actuelle. C'est un fil de conducteur structurant et qui apporte tout plein de sens à l'entreprise, donc il ne faut pas s'en priver. Ici, je vous ai indiqué, heu, des grands noms d'entreprises parce que vous le connaissez et qu'on va revoir ces exemples rapidement. Ce sont surtout des exemples lors du premier confinement, mais toutes ces entreprises ont réussi à pivoter. Alors la réflexion que l'on m'a faite pendant l'atelier, c'est que oui, mais elles ont beaucoup de sous. Mais pivoter, ça coûte pas forcément beaucoup d'argent. Là où elles ont mis de l'argent, c'est probablement dans la communication, mais elles ont fait bouger les lignes de leur, business model pour savoir comment elles pouvaient continuer à pérenniser leur activité alors que leur magasin était fermé, leur production était fermée et cetera. Donc si je prends, l'exemple de LVMH par exemple, ils ont, produit du gel hydroalcoolique. Ils avaient les machines, ils avaient les produits et ils ont, continué à produire, ces éléments-là. Decathlon aussi avait les outils, leur savoir-faire était là. Ils ont détourné leur savoir-faire, ainsi que PSA, pour travailler sur des respirateurs. La Maïf, eux, ont décidé alors c'est beaucoup aussi une action de communication, mais ont décidé d'alléger, en fait, la facture pour le client, puisque les clients heu, n'utilisaient plus leur voiture, il n'y avait plus de raison à ce qu'ils cotisent, sur la protection de leur voiture. Donc, et ça a eu un effet que après ils ont été copiés par d'autres assureurs. Et enfin les marchés Rungis sont intéressants parce qu'eux, ils ont toujours essayé d'être assez agiles dans leur business model. Les autres aussi, hein, globalement, mais avant le covid, les marchés internationaux de Rungis, leur business était de gérer le marché de Rungis avec comme plateforme de produits frais, pour desservir, tout ce qui était hôtellerie et restauration. Et puis en fin de compte, un jour, ils se sont rendus compte que ce savoir-faire-là, ils pouvaient créer une nouvelle source de revenus. Donc en gros, ils sont devenus aussi consultants en marchés internationaux. Donc
Ils sont allés développer d'autres marchés Rungis ailleurs et ça a été une nouvelle source de revenus. Ils ont pu le faire parce qu'ils sont justement allés dans l'exploration de leur, architecture de valeurs pour se dire: «Mais qu'est-ce qu'on sait faire? Comment on peut aller plus loin? Comment on peut utiliser ce savoir-faire qui était finalement latent?» On sait le faire, mais est-ce qu'on peut vraiment l'exploiter? Ils l'ont fait et pendant le confinement, ce qu'ils ont fait, c'est que, finalement, les restaurants, hôtels étant tous fermés et bien, très rapidement, ils sont allés, frapper aux portes des gens comme vous et moi, des familles, pour aller livrer les produits frais, heu, aux différentes au dans leur environnement proche. Donc les entreprises qui sont adaptables, qui savent s'adapter, qui savent faire un plan A, plan B, plan C, et bien, qui savent être agiles, et bien, ce sont celles qui sont vraiment en train de challenger ce business model, de se l'approprier pleinement. Donc c'est clairement mon conseil, que je peux vous apporter. Ça fonctionne. On le voit avec les grands groupes, mais ça coûte pas forcément de l'argent. Si vous voulez engager plein de sous pour le faire, vous pouvez, mais vous avez tout un tas de solutions qui peuvent vous permettre de trouver de nouveaux leviers, pour aller toucher de nouveaux clients, toucher de nouveaux marchés, et donc je vous invite clairement à ça. Évidemment, moi j'organise des ateliers pour ça, c'est mon métier, donc si vous avez besoin, d'organiser des formations, des ateliers, des séminaires, ou de coaching pour travailler sur ces sujets-là, bien sûr vous êtes les bienvenus. Ceci étant, n'hésitez pas à poser tout plein de questions, tout ça c'est gratuit. N'hésitez pas à poser tout plein de questions sur, cet atelier que nous avons vu ensemble. Je suis à votre dispo. Si vous avez envie de remplir ce business model Canva et de me l'envoyer rempli et qu'on en discute, c'est gratuit aussi et je le ferai vraiment avec joie. Donc n'hésitez pas et bah, voilà, je vous souhaite bon courage. Je suis à votre disposition et je vous souhaite une très bonne suite.